Parce qu'avant c'était des Hello sur Mortal. Ah oui. Il n'a pas suivi la semaine dernière, donc il va quitter l'intro. C'est bon, je crois qu'on est en live. Merci Geoffrey pour cette introduction. De rien. Alors, du coup, déjà, bienvenue pour ces deuxièmes Hello Talks de la première saison. Donc, comme on a dit la semaine dernière, fini les Hello Summer Talks. On a changé tous les assets, donc on a un joli layout. Merci Camille pour ça d'ailleurs. Et puis, on va bientôt changer les images de la page YouTube. Ça arrive, vous inquiétez pas. Donc déjà, avant, on voulait dire qu'on est désolé pour les petits soucis techniques de la dernière fois. Parce que on a foiré la conf de Geoffrey, qui était quand même merveilleuse. Mais du coup, voilà, on a problème d'électricité dans le quartier, donc on espère que ça ne va pas refaire la même chose. Ça va être en live bientôt, il faut qu'on montre. On a des bouts d'images filmés par des téléphones, filmés aussi un petit peu par l'ordinateur principal. Donc voilà, donc du coup... Un vrai projet social. Voilà, on devrait arriver à quelque chose à la fin, un petit peu coupé, mais ça devrait le faire. Mais il faut le temps de le monter. Et puis là, on va vous parler des coulisses du Curvitron. Donc, le Curvitron, un projet vraiment magnifique, moi je trouve. Et Thomas, introduis-nous le Curvitron. Bonjour à tous. Est-ce que Julien, tu peux me donner slide? Magnifique. Donc bonjour à tous. Donc on ne vous le cache pas, ça a été un petit peu fait sur les chapeaux de roue. On a été beaucoup tiraillés hier. Est-ce qu'on fait? On n'avait pas vraiment de talk prévu. Est-ce qu'on fait un talk? Est-ce qu'on n'en fait pas? Mais c'est dommage, etc. S'ensuit une grande discussion sur Twitter avec Hubert Muda, Pokistar et compagnie. Je ne suis pas tout à fait bien cadré, il faut que je m'en recule. Et du coup, on s'est dit, s'il y a quelque chose dont on aimerait bien parler, c'est le Curvitron. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que Curvitron. Curvitron, c'est un petit projet qu'on a fait au sein d'Hello. En fait, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent Curve Fever. C'est un petit jeu en ligne en Flash. Globalement, c'est à mi-chemin entre le Snake et le Tron. C'est-à-dire que tu diriges un serpent dans une map carrée et c'est multijoueur. Donc il y a tes adversaires qui font la même chose. Et comme dans un Snake, dès que tu rentres en collision avec ta traîne ou celle de tes adversaires, tu meurs. Voilà. Et le but du jeu, comme dans le Snake, c'est de rester en vie le plus longtemps possible. Donc en fait, à Hello, à midi, on jouait pas mal au Curve Fever, et on aime pas mal. Mais il y avait quelque chose qui nous gênait, c'est que leur business model, c'est qu'il y a une version gratuite qui limite les parties à 6 joueurs. Or, dans l'open space, on est plus que 6. Du coup, on s'est dit, c'est embêtant, on n'aime pas payer, on n'a quand même pas acheté un jeu. Du coup, on s'est dit, zut, en fait, on va le recoder. Comme ça, on pourra mettre les limites qu'on veut et on pourra en profiter pour mettre quelques mods. Donc ça a été une blague pendant un moment. On s'est dit, allez, on recode. Et puis, à cette époque-là, on bossait avec Lutangar, qui était dans nos locaux. Et puis voilà, un matin, il m'a regardé dans les yeux, il a sondé le fond de mon âme et il m'a dit, mais arrête de le dire, fais-le. Et du coup, on s'est lancé dans Curvitron, donc qui est un rip-off sans âme de Curve Fever. Comment ça s'est passé en fait? On l'a intégré au boulot de l'agence parce que à l'époque, moi j'avais un petit budget pour faire de la R&D et notamment tester des frameworks JavaScript. Et je voulais donc utiliser ce temps pour tester AngularJS. Et le Curvitron, c'était l'excuse parfaite. Donc je vais vous parler un petit peu de comment on a fait ça. Donc en fait, le fond du problème, c'était que Curvitron, c'est un petit jeu, c'est assez simple, mais c'est un jeu. Or, nous, on est expert Symfony 2, on fait des applications qui reçoivent une requête HTTP et qui renvoient des réponses. Donc c'est des problématiques vraiment très différentes. Donc je vais faire un peu écho à la conférence de Laurent qu'on a eue il y a quelques temps.
qui incitait les développeurs web à aller regarder du côté du développement de jeux vidéo. Et en fait, voilà comment on a fait. Nous, on s'est dit, bon, bah, pour faire ce jeu, qu'est-ce qu'on a à notre disposition, quelles sont les compétences qu'on a et qu'on pourrait utiliser pour faire un jeu. Et donc, très logiquement, on est tombé assez rapidement sur JavaScript. Pourquoi JavaScript? Eh ben, on est développeur web, donc notre client, notre application lourde sur les postes des joueurs, pour nous, c'est le browser. Et dans le browser, pour exécuter du code, il faut coder en JavaScript. Voilà, c'est tout. Partant de là, on s'est dit, bon ok, il nous faut aussi un serveur qui va gérer tous ces joueurs qui jouent ensemble, qui va sûrement devoir faire tout un tas de choses. Et là, cette fois-ci, on est parti sur du Node.js. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit framework qui permet de faire de servir des applications côté serveur en JavaScript. Donc ça nous paraissait naturel, notamment pour des petits côtés pratiques que ça pouvait apporter. C'est par exemple quand on développe un objet JavaScript, le joueur ou ce genre de choses pour le client, et ben, c'est le même objet qu'on peut utiliser dans le même langage tel quel, le même fichier, on peut aussi le faire utiliser par le serveur. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, c'est un jeu multijoueur en temps réel, donc il nous fallait un moyen de communiquer entre nos clients et le serveur. Pour ça, on est parti sur les WebSockets parce que c'est la techno HTML qui nous permet, enfin qui est vraiment du temps réel, contrairement à par exemple de l'Ajax ou ce genre de choses. On va pouvoir échanger un volume de données assez important et surtout le serveur peut envoyer des données au client de manière spontanée. Il n'est pas obligé d'attendre une requête pour pouvoir rendre une réponse. Ensuite, pour les problématiques d'affichage, on est parti sur du Canva, donc en HTML5, une des API de l'HTML5 qui permet de dessiner des images, tout simplement. Je reviendrai dessus pour voir comment on a fait. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, de l'AngularJS, parce que c'était aussi le but de tester ce framework. Donc, on s'en est servi notamment pour faire toute l'interface de jeu. Je crée un joueur, je rejoins une partie, etc. Tout ce que vous avez, enfin tout ce qui est l'UI que vous avez traditionnellement dans un jeu, c'est géré par Angular. Et donc là, je vais m'adresser notamment aux devs, un petit peu aux devs web que ça intéresse, et j'essaie de vous expliquer un petit peu comment on s'y est pris techniquement pour coder ça. Donc le premier gros besoin qu'on avait, c'était de coder le moteur du jeu. Donc c'est le gameplay, c'est-à-dire il y a un objet, c'est une partie, et dans les parties il y a des joueurs, et les joueurs ils vont se déplacer, et quand ils se rentrent dedans, il se passe quelque chose, ils meurent, et du coup ça fait des points, etc. Tout ça c'est la partie gameplay. C'est quelque chose, comme je disais, qu'on n'a pas l'habitude de faire dans notre stack classique de développeur web Symfony. Je dirais que le moteur du jeu, notamment le gameplay, c'est ce qui se rapprocherait le plus d'un petit composant avec une logique client très spécifique que vous mettriez dans votre application Symfony 2. Et puis, le gros boulot sur lequel repose le moteur du jeu, c'est le moteur de collision. Donc le moteur de collision, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui fait que quand vous allez rentrer dans une trace, l'ordinateur, le serveur, va savoir que vous êtes rentré dedans. Donc, je vais utiliser ce magnifique tableau blanc pour vous faire une petite explication. Donc là, pareil, nous on joue beaucoup aux jeux vidéo, mais on n'en code vraiment pas. Et du coup, je me suis un petit peu renseigné et on a essayé de faire comme on fait avec un besoin client, de décomposer comment est-ce qu'on peut arriver à produire le résultat. Donc en fait, je rappelle rapidement, je mets comme ça. Donc vous commencez, votre joueur c'est un rond, d'accord, il a une position dans la map, il se déplace, d'accord.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va laisser une traîne, donc au fur et à mesure qu'il se déplace. Hop. Au fur et à mesure qu'il se déplace, il va laisser une traîne comme ça, et il y a éventuellement un autre joueur qui va venir rentrer en collision avec. Ok. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, le moteur du jeu, c'est une grosse boucle. Donc, c'est un for qui tourne tout le temps, qui va tourner à 60 fps. Et en fait, à chaque fois, côté serveur, à chaque fois qu'on fait une itération, on va prendre chacun des joueurs, un par un. On va prendre par exemple, bon, j'ai pas de couleur. On va prendre celui-là, qui est le joueur 2. On va dire, ok, il est à cette position, il est à cette taille. Et ensuite, on va prendre absolument tous les points qui constituent les traînes de chacun des joueurs. Et on va regarder, est-ce que ce joueur-là, il rentre en collision avec ce cercle. C'est simple, pour la collision entre deux cercles, c'est assez simple à calculer, c'est pour ça que c'est pratique. C'est la distance entre leurs deux points. Si elle est inférieure à leur rayon ajouté, et c'est qu'ils se touchent. Donc voilà, donc le serveur, à chaque frame, il prend le player 2, il dit est-ce qu'il collisionne avec celui-là, est-ce qu'il collisionne avec celui-là, est-ce qu'il collisionne avec celui-là, etc. Et il fait ça pour tous les points dans la map. Ensuite, il prend le player 3, et c'est pareil, il va faire est-ce qu'il collisionne avec celui-là, est-ce qu'il collisionne avec celui-là, etc. Donc c'est un espèce de travail de chèvre, comme ça, de regarder un par un tous les points. Et donc, dès qu'il va dire ah ben là, dans ma boucle, j'ai trouvé qu'il y en a un qui rentre en collision avec quelque chose, il va lancer un événement JavaScript, et derrière, on a notre moteur de gameplay dont je parlais, donc celui qui gère la logique des morts, des points, qui va dire ah ben, quand mon moteur de collision me dit qu'il y a une collision, dans ce cas-là, je tue le player. Ce genre de choses. Tac, moteur de collision. Ok, donc à partir de ce moment-là, nous on avait donc notre petit moteur de jeu serveur qui était capable de faire interagir des joueurs, de dessiner une traîne à chaque fois qu'ils avancent et d'envoyer des événements quand ils meurent, enfin, quand ils touchent une traîne. À partir de là, il faut gérer l'affichage. Donc là on se place côté client et on va utiliser les canevas HTML5. Grosse blague, normalement là, hilarité générale. Donc en fait, ce qui se passe, on va retrouver un fonctionnement qui est un petit peu le même que la boucle que fait le serveur. On a une boucle côté client qui va être de 60 fps, c'est-à-dire que 60 fois par seconde, le code de la boucle est exécuté. Et à chaque fois, le client va prendre le premier joueur, il va dire où est-ce qu'il est le premier joueur, il est à telle position, je vais dessiner un rond à cet endroit-là. Ensuite, je vais prendre le deuxième joueur, il est à telle position, je vais dessiner un rond à cet endroit-là, etc. Il va faire la même chose pour la trace des joueurs, donc qui est composée de petits ronds, comme je l'ai montré tout à l'heure sur le moteur de collision. Et sauf que là, nous, on ne veut pas afficher une suite de petits ronds, on veut afficher une ligne. Donc on utilise simplement une petite fonction du Canva, de l'API HTML5 Canva, qui permet de tracer une ligne en lui donnant une liste de points. Donc là, vous l'aurez compris, c'est assez simple. On lui passe la ligne de points de tous les points de la trace et une épaisseur, et il va nous tracer le trait. Et donc ça, comme le serveur, on le fait 60 fois par seconde. Et c'est ce qui crée le mouvement, tout simplement. Après, il y a des petites astuces, si vous voulez tester chez vous d'en faire, au niveau performance, parce que là, on va avoir des impératifs de performance, il y a des petites astuces du genre, le Canva, quand vous lui demandez de dessiner quelque chose dans une couleur, il va prendre en gros un crayon de cette couleur, il va dessiner ce que vous lui demandez, et quand vous lui demandez de changer de couleur, il va reposer son crayon, il va reprendre une autre couleur, et il va recommencer. Cette opération prend du temps. Donc l'un des bons axes d'optimisation, c'est par exemple de
déterminez dans votre image tout ce que vous devez dessiner en rouge, vous lui dites de prendre la couleur rouge et vous dessinez tout ce qu'il y a à faire en rouge avant de passer à une autre couleur. Faites pas plusieurs changements de couleur. Il y a ça, il y a aussi le fait que tracer du vectoriel c'est assez coûteux, alors que coller une image à un endroit c'est assez peu coûteux. Donc par exemple, quand on a été à dessiner les traînes des joueurs, on se dit bon ben il y a un truc qui est bête, c'est qu'au début, à chaque frame, on dessinait l'ensemble de la traîne du joueur bleu, par exemple. Et puis la frame suivante, 16 millisecondes plus tard, on la redessine, sauf qu'elle va un tout petit peu plus loin. Puis ensuite, on la redessine, elle va encore un petit peu plus loin, parce que le joueur a avancé. Donc en fait, on se dit, ben non, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de dessiner à chaque frame ce qui a changé, de combien le joueur a avancé. Du coup, ben, la première fois, on dessine la traîne entière du joueur, et puis, à la frame suivante, on va réutiliser l'image qu'on a tracée avant, et on va juste lui ajouter dessus le dessin d'un segment de ligne supplémentaire. Et donc ce qu'on va dépenser en dessin vectoriel qui est coûteux, c'est juste le petit segment de ligne supplémentaire, et on va le dessiner sur une image qui existe déjà. Il y a tout plein d'axes d'amélioration là-dessus, il y a pas mal de tutos sur internet qui vous permettent d'avancer là-dessus. Et ensuite, comme tous les joueurs de Battlefield 4 le savent, il y a quelque chose de très important, c'est le netcode. Donc, dans le vocabulaire du développement de jeux vidéo, c'est la couche réseau qui va faire que vos clients et vos joueurs dialoguent avec votre serveur. Et si on fait mal ça, eh ben, il y a des choses comme le lag, etc. Et le joueur, en fait, ne voit pas à son écran ce qui se passe vraiment sur le serveur. Donc là, comment ça se passe? En fait, on a le serveur, comme je disais tout à l'heure, qui va faire sa boucle, qui va exécuter la nouvelle position de tous les joueurs, les collisions, etc. Et toutes les... Je crois que j'ai mis quelque chose comme... Ça va être une boucle de 60 fps aussi, pour le côté pratique. Tous les 16 millisecondes, donc, il va envoyer à tous les clients l'ensemble des événements qui se sont produits côté serveur, pour que les clients aient ces infos et puissent, c'est à partir de ces infos-là que les clients vont dessiner le résultat à l'écran. Donc, dans le netcode, il y a aussi à prendre en compte les données qu'envoient les clients au serveur. Donc, dans le cas d'un jeu vidéo, ça va être là notamment les touches sur lesquelles j'appuie pour tourner à droite ou pour tourner à gauche. Donc, pour limiter au maximum la triche, normalement, il n'y a aucun calcul qui se fait côté client, c'est-à-dire que ce n'est pas votre client qui doit dire au serveur « Ah, j'ai tué quelqu'un » ou je suis à cet endroit-là », parce que sinon, il pourrait donner de fausses informations à ce niveau-là. Donc en fait, ce que fait le client, c'est qu'il va juste dire bah, « Là, j'ai la touche droite appuyée, là, j'ai la touche droite et la touche gauche appuyée, là, j'ai plus aucune touche appuyée », il va faire que ça. Donc ça, vous pouvez coder un script qui va simuler ça, donc vous pouvez essayer de tricher, mais tout ce à quoi vous aurez accès, c'est envoyer le fait que vous appuyez ou pas sur une touche, donc ça ne laisse pas vraiment de marge de manœuvre pour tricher. Et le serveur, c'est à lui, à chaque fois qu'il va recevoir un changement de touche au niveau du client, et ben il va calculer qu'est-ce que ça donne comme direction, est-ce qu'il va à droite, est-ce qu'il va à gauche, ou est-ce qu'il fait rien. Et cette propriété, elle est enregistrée dans le joueur, et à la frame suivante, on va dire, ben voilà, actuellement, l'angle de déplacement du joueur, il est un petit peu plus, il est 0,05 degrés plus à droite, etc. Et vu que c'est exécuté en permanence, ben, hop, c'est ce qui vous donne la courbe. Voilà. Donc, c'est un aperçu assez rapide. Pour ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent regarder comment c'est fait, et ben, Aymeric a une surprise pour vous. J'ai complètement une surprise. Le gros truc, c'est qu'on a un peu hacké le système, parce qu'on a juste complètement biaisé le curve fever, pour ne pas enlever le i. Et du coup,
joue gratuitement à un jeu qui à la base était payant, qui a été fait par des mecs, par des développeurs qui sont payés pour ça et qui du coup sont peut-être plus payés à cause de nous aujourd'hui. Et on est un peu triste avec ça, ça ne va pas trop. Donc du coup, quand on a fait le Curvitron, le but c'était que ce soit gratuit et que ça puisse profiter à tout le monde. Et pour ça, le Curvitron, il est open source. Donc tout ce que Thomas vous a expliqué, c'est sur le dépôt du Curvitron, donc github.com/elao/curvitron. Il y a le lien dans la description de la vidéo YouTube, pour ça, si vous voulez le retrouver. Et du coup, en fait, tout ça, c'est on veut que ce soit fait par la communauté. On a commencé à le faire, on est plusieurs sur le projet. Thomas a fait beaucoup de choses sur le projet. Mais par exemple, Jérémy Fagis a fait tout lui, donc un boulot énorme parce que franchement, il est super sexy ce projet. Camille qui a aussi bossé dessus. Jérémy Fagis aussi est super sexy, mais c'est pas la question. Du coup, voilà, on voulait bosser ensemble et surtout on veut que beaucoup de gens bossent. Et pour ça, outre le côté open source, on organise le Curvitron Day. Le Curvitron Day, c'est quoi? Le but, c'est de bosser tous ensemble, de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire que Curvitron, ce soit un super jeu. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un truc qui est cool, on joue ensemble à midi, c'est sympa, mais en fait, je suis sûr que ça pourrait être vraiment plus cool. Genre, je sais pas moi, on pourrait ajouter des features, genre un peu d'e-sport, un petit peu ce genre de truc, parce que genre, moi j'ai bien envie d'être champion du monde au Curvitron, ça ferait bien sur mon palmarès, sur mon CV, tout ça. Donc j'aimerais bien. Du coup, j'aimerais bien ajouter les features pour que je puisse être classé officiellement numéro 1 de Curvitron. Donc ça va se dérouler le samedi 11 octobre. C'est dans 2 jours. Donc si jamais vous faites rien le samedi 11 octobre, que vous avez envie de passer, c'est dans les locaux d'Elao. Alors, si vous êtes intéressé pour venir, pour éviter que ce soit le bordel quand même, je vous invite à envoyer un message plus ou moins privé sur Twitter à Tom32i, donc il y a les tweets juste en dessous, ou à moi-même, à Emrica42, pour qu'on puisse arranger qui c'est qui vient, qui c'est qui... parce que imaginez, il y a 200 personnes qui se pointent dans les locaux d'Elao, ça peut pas tenir. Surtout qu'on risque d'avoir des problèmes après, donc on va éviter. Mais du coup, comme ça, on fera entrer les 10 premiers, ou alors les 10 les plus hype, on verra ce qu'on fera, mais comment on sélectionnera. Mais voilà. Donc on a déjà réservé une place pour Hubert Muda, parce que c'est un grand fan du Curvitron. C'est un peu notre champion international ici. De quoi? Et Laurent, chut, pas Laurent, il faut pas en parler, c'est une surprise. C'est dans les slides d'après en fait. Et du coup, si vous voulez venir coder sur le Curvitron, réfléchir à ce qu'il pourrait faire, à ce qu'on pourrait améliorer pour que ce soit un bon jeu, le 11 octobre. Donc, j'ai déjà un petit peu répondu à ce qu'on va faire. Maintenant, je suis sûr que vous êtes timide. Genre, toi, tu es timide. Toi, tu es timide aussi. Et du coup, je me dis, mais finalement, pour pas que vous soyez timide, il faut que je vous dise, mais pourquoi? Qui est-ce que vous pouvez être pour venir et pour apporter quelque chose? Donc, si vous êtes un développeur web, comme Thomas qu'on a vu juste avant, comme Pokistar, peut-être qu'il y a un développeur web, on ne sait pas. Vous pouvez venir parce que vous allez apprendre ce que ça peut faire, enfin ce que ça fait de créer un jeu, et surtout vous allez pouvoir nous aider. Si nous on a réussi à le faire en JavaScript, il n'y a pas de raison que d'autres développeurs web n'y arrivent pas. Vous pouvez venir si vous êtes un game designer. Par exemple, Laurent Victorino, au hasard, qui est un grand game designer, cofondateur du studio Monkey Moon, qui est déjà passé il y a 2 semaines, on a déjà parlé que de référence à Laurent Victorino dans ce talk. Donc si vous êtes un autre Laurent Victorino, venez pour parler, nous donner des conseils. Pour nous donner des conseils de game design, pour qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut améliorer le jeu, parce que finalement c'est un peu votre métier de savoir faire des bons jeux, et du coup on aimerait bien avoir de l'expérience là-dessus aussi, parce que Curvitron, on aimerait bien qu'il soit excellent, quoi. Si vous êtes, je sais pas moi, un communicant, genre vous avez l'habitude de vendre des projets, et vous apercevez quand même que Curvitron il est pas très bien vendu. C'est la présence sur le web est complètement nulle, le compte Twitter doit avoir quoi, 30 followers à tout casser. C'est clairement pas un bon signe de communication ça. Donc si vous voulez nous aider à faire que notre compte Twitter il ait 600 followers,
c'est déjà pas mal, 600 followers. Et 6000, allez, objectif 6000 followers, et ben venez parce qu'on a plein de choses à apprendre. Et le Curvitron, c'est un projet qui est fait par tout le monde. Et du coup, tout le monde peut y apporter, très honnêtement. Moi, je ne sais pas coder en Angular. Je viens quand même pour apporter mes idées. On ne sait jamais, des fois, elles pourraient être intéressantes. Et si vous êtes joueur, il y a bien 2-3 joueurs dans la salle, 2-3 personnes qui aiment jouer de temps en temps, même pas un joueur hardcore, quoi. C'est juste, si vous êtes susceptible de jouer ou d'avoir joué au Curvitron, vous pouvez venir. Parce que finalement, tout ce que vous pouvez nous apporter, tout votre retour, le fait que vous ayez apprécié telle ou telle partie, le fait que quand vous avez fait une partie à 5, ben vous avez trouvé ça à chier, alors que quand vous avez fait la partie d'après à 8, c'était soudainement génial, ben ça va nous aider à améliorer le jeu. Et ça, c'est finalement le plus important, on fait ça pour les joueurs. Alors franchement, si les joueurs peuvent nous faire un retour, c'est la meilleure chose qu'on puisse obtenir. Et parce que là, vous êtes encore un peu timide, mais genre, il y a des arguments pour vous convaincre. C'est pourquoi est-ce que vous viendriez. D'abord, parce qu'il y a Laurent Victorino. Franchement, vous pouvez rencontrer des stars au Curvitron Day, des grandes stars. Il y a Hubert Muda aussi qui va passer. Donc, il faut bien gérer les horaires parce qu'il ne passe pas toute la journée. Mais genre... quand il se lève, suivez-les sur Twitter quand ils se lèvent, voilà. Après le dentiste ou quelque chose comme ça. On devrait pouvoir les avoir. Donc, si vous voulez rencontrer complètement des stars, genre Thomas Jaran, grande star bien connue à la fois du jeu vidéo et du monde du développement web, et bien venez, ça sera cool. Oui. Une question d'un certain Xavier Gors. Xavier Gors. Qui demande si on peut le refaire en Meteor.js. Est-ce qu'on peut le refaire si vous voulez refaire le Curvitron en Meteor.js, mais venez. On doit pouvoir le refaire en Meteor.js, j'en sais rien. Je sais pas. C'est toi, Xavier, l'expert en Meteor.js. Une question d'un certain Laurent Victorino. T'en as marre d'être cité. Qui demande si on peut le refaire dans un langage qui n'est pas un langage de Bolos. De Bolos. Alors, honnêtement, c'est un truc auquel on a pensé. Aujourd'hui, on le fait en web, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas communiquer avec le serveur, avec d'autres technos, voire même qu'on ne puisse pas refaire le jeu pour ajouter un mode solo. Une campagne solo de Curvitron, c'est super intéressant. C'est genre, t'esquives des snakes, mais c'est des snakes robots, pas des snakes humains. Donc du coup, tu fais des campagnes solo. Moi, je vois tout de suite le potentiel. Donc un jeu solo, ça irait parfait, langage lourd. Donc on peut complètement le refaire. Non, l'idée, c'est vraiment de voir ce qu'on peut améliorer. Si l'outil qu'on a utilisé est mauvais, bah, clairement, venez et proposez vos solutions qui pourront tout améliorer. Et peut-être le dernier point sur pourquoi est-ce que vous viendriez, le plus important, enfin, c'est 3 points. Il y a la musique, parce qu'on va avoir la musique à fond toute la journée. Il y a des bières, on va avoir des bières à fond toute la journée. Parce qu'on va boire modérément, sans aucun abus, et il va y avoir des pizzas. Donc vous venez en mode pay as you what you want, hein. Genre comme ça vous venez réglo, c'est-à-dire que si vous bouffez 5 pizzas, vous venez avec un peu d'argent, si vous bouffez rien, bah, vous venez sans argent. Et puis voilà, et on s'arrangera. Donc franchement la bouffe, l'alcool, il manque autre chose, mais je ne dirais pas. Pour faire une bonne journée, c'est excellent. Donc à partir de 11h à Elao, dans les locaux d'Elao, PMez-nous ou PMez-nous pas, ou tweetez-nous sur Twitter pour qu'on s'arrange, pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut faire. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près fini. Le must, si on avait le temps, ce serait qu'on fasse une grande partie de Curvitron géante. Mais je ne sais pas si on a le temps. Donc ce que je vous invite, c'est vous tous qui regardez là, allez chercher votre ordinateur si vous ne l'avez pas, et genre allez jouer. Mais pas forcément tous ensemble, mais juste là, les 5 minutes prochaines, vous les faites sur du Curvitron, parce que c'est franchement cool comme jeu. Sur ce, curvitron.elao.com, bien entendu, parce qu'on a quand même... Alors, c'est dans la description de la vidéo, hein. Ça c'est l'excuse, ça passe tout le temps, c'est dans la description de la vidéo. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Ah, une question. Ouais, je crois que j'ai une question qui arrive. Tu peux combler. Elle arrive, d'accord. Alors, en attendant les questions, le Curvitron, c'est combien de temps de développement, Thomas, le Curvitron? Alors, tu vas re-rentrer dans le champ. Je pense qu'on peut cacher les slides pour pas que ça m'allume la face. Ouais. Parfait. Le Curvitron, ça a été, on va dire, 2-3 semaines à temps plein chez Elao, et plus... plus possiblement le même temps étalé sur des week-ends, des soirées et des nuits chez moi, notamment.
Voilà, en gros. C'est pas un budget énorme. Hein. On a assez rapidement eu un prototype qui marchait et qu'on a pu tester. C'était ça qui était cool surtout, c'est que en partant de pas grand chose, on arrive rapidement à avoir quelque chose de fonctionnel. Et là, tout le temps en plus qu'on passe, c'est pour que ce soit encore plus exceptionnel, mais c'était jouable avant, quoi. Parce que en 2 semaines, on avait un Curve Fever qui était jouable. Et maintenant, aujourd'hui, on a dépassé Curve Fever, c'est-à-dire qu'on est plus fluide que lui, on gère plus de joueurs que lui, on a des bonus de folie, mais vraiment, venez les essayer parce que ça vaut le coup. Et puis on est gratos. Franchement, le bon goût du gratuit. Il n'y a que ça vrai. La question peut-être. Du coup, question de Laurent Victorino. Ah, toujours lui. Toujours lui. Alors, je cite, parce que je ne comprends pas la question. Vous avez un autoritative serveur qui calcule tout et gère la logique, et le client est responsable de l'affichage de son trail qui, pour des raisons d'optime, n'affiche que les bouts manquants. En cas de lag, où la position du client est D5 avec le serveur, lorsque le serveur impose la nouvelle position du client, quid du trail déjà tracé qui aurait besoin d'un redraw complet? C'est une bonne question. Alors, en fait, ce qui se passe, il y a 2 réponses. C'est que, en fait, s'il y a un lag entre le moment où, entre la dernière frame où le client était synchro avec le serveur, pendant la période de lag, en fait, l'écran se fige, il ne se passe plus rien parce que tu ne reçois plus d'informations du serveur. Donc pour l'instant, le client considère que tout va bien, il ne se passe rien, ça fait déjà 2 secondes, mais tout a l'air de se passer convenablement. Et quand enfin il reçoit des infos, il va se mettre tout d'un coup à tout dessiner des choses qui se sont passées en 10 secondes. Et, donc, typiquement, la gestion du lag est absente complètement. Donc pour l'instant, on se base sur le fait que il faut avoir du bon matériel pour jouer, comme ça t'as pas de lag, yay! Non, ça fait vraiment partie des choses qu'on peut éventuellement essayer de mettre en place. Je m'étais renseigné notamment auprès du blog des gens qui développent Left 4 Dead sur comment ils géraient le lag, mais ça rajoute une très grosse couche côté client qui est pendant que j'attends des réponses, il va quand même falloir que je fasse des calculs de mon côté pour pouvoir calculer la même chose que fait le serveur mais en local, pour pouvoir prédire où vont être les choses et commencer à les dessiner en espérant que ce sera effectivement ça qui se passera. Et que s'il y a un delta quand j'ai les infos, hop, finalement, c'est ce qui se passe dans les jeux. Mais donc ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout en place sur Curvitron. Alors, il y a un côté positif à Curvitron. C'est comme vous pouvez avoir votre propre serveur chez vous. Si vous n'avez pas une connexion stable, vous clonez le projet. Il y a un NPM, sur le README, c'est marqué, vous lancez, vous tapez la commande et ça lance tout seul. C'est magique. Donc vous pouvez même jouer tout seul chez vous, si vous avez du lag. En même temps, si vous avez du lag, à un moment, il ne faut pas... Achetez-vous une connexion internet. Si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez jouer tout seul. C'est ça. Mais une grosse feature, c'est qu'on peut jouer à 2 sur le même ordinateur, et même tout seul. Du coup, tu peux binder plusieurs touches pour jouer tout seul, mais à 2. Ça peut être intéressant. Si tu n'as pas d'amis et que tu veux faire croire que tu en as quand tu fais ton replay vidéo. Exactement. Prochaine feature, la replay vidéo. La grosse feature. Mais du coup, c'est le genre de truc, plus sérieusement, c'est le genre de truc qu'on veut essayer de résoudre au Curvitron Day, le genre de problématique auquel on veut essayer de penser. Et du coup, clairement, ce Laurent Victorino, s'il a envie de passer, il est bienvenu parce qu'il a des idées intéressantes. Voilà. Je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Geoffrey? C'est vrai que c'était toi qui posais les questions d'habitude. Et là, tu ne peux pas poser les questions. Non, pas d'autres questions. Je sais pas, si jamais il y a d'autres questions qui viennent plus tard, éventuellement, des gens qui vont lire le code, etc., qui se posent des questions, vous pourrez toujours, même si vous n'avez pas la possibilité de venir samedi, vous pouvez toujours nous tweeter samedi, vu qu'on sera toute une équipe à bosser dessus, on pourrait vous répondre, en discuter sur Internet. C'est ça qui est bon. Voilà. On pourra peut-être même faire un live stream de la session coding. On pourrait faire ça, ouais. Tout à fait. Ça serait cool. Du coup, merci pour ce second Hello Talk. J'arrête avec le summer. Hein, parce que franchement, c'est plus l'hiver. Des tempêtes de vent et de pluie, et du coup, c'est clairement plus l'hiver. Parce que oui, en fait, de quoi? C'est plus l'été. C'est plus l'été. Mais c'est plus l'hiver non plus. Ouais, depuis longtemps, mais oui, c'est plus l'hiver. C'est ça. Du coup, bon, bref, passons. Voilà, c'est bon pour ce second épisode de la saison 1 d'Hello Talk. Donc on se retrouve la semaine prochaine
Je sais pas trop pourquoi, mais on trouvera bien. Si on a réussi à battler très rapidement, ça vous intéresse, enfin, vous pensez que vous pouvez faire mieux, venez proposer vos talks. C'est pas difficile, hein. On a mis quoi, 1h30 pour préparer ça? Donc ça prouve que c'est possible. Ça prouve que c'est possible. Genre Flo, je sais qu'il a plein de choses à dire, mais je suis timide. mais t'es timide, ben nous aussi. Nous aussi. Allez, et ben à la semaine prochaine pour les prochains Elao Talk. Merci beaucoup. On va essayer de manier le